Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette première conférence de l'année, pour laquelle nous allons recevoir le professeur Étienne Hanheim, qui nous parlera du travail de l'histoire. Professeur, vous êtes un ancien de cette maison. Vous avez été élève en classe préparatoire entre 1991 et 1993. Vous avez d'ailleurs fréquenté cette association. 1993, date à laquelle vous avez intégré l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Puis en 1996, vous avez passé l'agrégation d'histoire, puis vous êtes sorti major. Vous avez enseigné ensuite à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines de 2000 à 2016. Et depuis 2018, vous êtes directeur de recherche à l'EHESS. Votre thèse de doctorat sous la direction de Jacques Verger portait sur la culture à la cour de Clément VI. Vos recherches s'orientent désormais vers l'étude de l'histoire économique, sociale et matérielle de la peinture, ainsi que, plus largement, vers l'histoire des pratiques de l'écrit entre le XIIIe et le XVe siècle. Ce soir, vous allez nous parler du travail de l'histoire, titre de votre dernier ouvrage, sorti en 2018, et qui propose une vision actualisée de ce que votre illustre prédécesseur, Marc Bloch, fondateur avec Lucien Febvre de la Revue des Annales, que vous avez jusqu'à récemment dirigé, appelait le métier d'historien. Professeur Hanheim, la parole est à vous. Vous avez 1 heure. Bonne conférence à vous. Bon, si jamais je dépasse, hein, vous m'interrompez. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien là, à cette distance du micro? Ou est-ce que je dois me rapprocher? Ça va? C'est un peu comme les leçons d'Agrég. Hein. Bon. Donc, 1 heure pile. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Merci à Jean Poncet et merci à l'association de cette invitation qui me fait évidemment particulièrement plaisir puisque, comme Jean le disait tout à l'heure, quand j'étais élève en hippo et en cagne, je faisais déjà ce que font toujours les hippos et les cagneux, c'est-à-dire servir de passager clandestin à une association gérée par les chartistes. Et ça fonctionnait déjà très bien, hein, donc du coup, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir Jean-Pierre Vernant, Georges Duby. Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. En plus, je suis ni Vernant ni Duby, mais par contre, je voudrais en revenir à ce sujet, donc la question du travail de l'histoire, dont on a pu discuter un peu avec Jean en amont. Le travail de l'histoire, alors pas seulement parce que c'est le titre de mon dernier livre, hein, même si j'aimerais beaucoup pouvoir en vendre, du coup, grâce à cette présentation, ça fera plaisir à mon éditeur. Vous savez, les livres d'histoire dans ce genre de créneau ne rapportent pas des sommes folles à l'éditeur et alors à l'auteur en général rien du tout puisqu'il abandonne tous ses droits, donc c'est un des nombreux côtés par lesquels le travail de l'histoire est un travail d'abnégation, mais ça vous le savez déjà. Et pourquoi le travail de l'histoire? Parce que, si vous voulez, justement, l'histoire est devenue mon travail, comme celui d'un certain nombre d'autres gens, et que, pour tout dire, c'est un travail assez différent de ce que j'imaginais quand j'étais assis à votre place. Et que c'est aussi de cet écart que je voudrais parler, c'est-à-dire la distance entre ce qu'on peut imaginer être le travail de l'historien ou de l'historienne du dehors et ce que ça peut être concrètement. Alors concrètement, y compris d'un point de vue très matériel, dans le quotidien, c'est ce dont parle principalement mon livre et dont je ne parlerai pas beaucoup ce soir, mais qui est tout de même essentiel dans le sens où le problème du métier de l'histoire, c'est aussi de faire des tas d'autres choses que ce qu'on croit faire quand on commence à le faire. Par exemple, être enseignant, être administrateur, être éditeur, être dans des jurys, donner des conférences. Bref, en gros, quand vous êtes historien, vous faites à peu près tout sauf aller aux archives et écrire des livres. De temps en temps, pendant les vacances, le week-end, vous avez le temps de vous intéresser à ce pourquoi vous croyiez que vous alliez faire ce métier. Alors, c'est passionnant aussi, je ne veux décourager personne, mais c'est simplement important parce que quand je dis ça, je veux juste replacer dans un cadre sociologique et professionnel ce qui peut de l'extérieur apparaître comme une pratique, disons, strictement intellectuelle. Et cette pratique intellectuelle, elle aussi, elle a une certaine distance par rapport à ce qu'on peut en imaginer quand on l'aperçoit du point de vue du monde des médias, ou même du monde de l'école, hein, et l'école se prolongeant assez tard, par rapport aux pratiques professionnelles. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui suscite un certain nombre de malentendus et qui est le point de départ dans les premières pages de mon livre, c'est-à-dire la polysémie
du terme d'histoire et du qualificatif d'historien. Si vous regardez la télévision, les podcasts, vous écoutez la radio, en fait, tout le monde peut se dire historien ou historienne, il n'y a pas besoin d'une qualification particulière, il n'y a pas besoin d'une thèse. En gros, dès lors qu'on donne l'impression de tenir un discours à peu près rationnel sur le passé, vous pouvez être appelé historien. Or, cette particularité, et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier dans les métiers de la recherche, la situation de l'histoire et des historiens. Et cette particularité, c'est à la fois le bonheur et le malheur des gens qui font de l'histoire. Le bonheur, c'est aussi parce que le rapport à l'histoire et le qualificatif d'historien peut être très largement répandu, qu'il y a une passion sociale large pour l'histoire. Le malheur, parce qu'il y a beaucoup de gens, et par exemple en France, le marché du livre d'histoire est un marché qui est relativement large par rapport à beaucoup d'autres pays, mais que les gens qui s'intéressent à l'histoire s'y intéressent souvent pour des raisons qui n'ont pas beaucoup de rapport avec ce qu'est réellement la recherche historique. Alors ça, c'est pas nouveau, parce que l'histoire, c'est une pratique qui est très ancienne et qui a eu des usages sociaux extrêmement différents selon les époques, puisque les récits qu'on dira historiques ont pu servir, selon les moments, de soutien à la mémoire collective, de modèles éducatifs et éthiques. La principale fonction de l'histoire dans les systèmes scolaires des 16e, 17e, 18e siècles, c'est celle-là. Mais l'histoire sert aussi de divertissement ou de support à la rêverie. Et ces usages n'ont pas disparu, ce qui suscite un certain nombre de contresens ou de difficultés. C'est d'ailleurs une partie des difficultés dans le cas plus spécifique du rapport entre l'histoire et la politique. Si vous voulez, par exemple, quand des publicistes comme Éric Zemmour prennent position sur l'histoire, très souvent ils le font à partir d'une conception de l'histoire dans laquelle ils cherchent en fait une matrice, disons, politique et nationale, ce en quoi ils ont le droit de le faire, si vous voulez, du point de vue... l'histoire appartient à tout le monde. Qu'on aille chercher dans l'histoire des répertoires pour agir du point de vue politiquement, quelle que soit mon opinion personnelle à ce sujet, ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça n'a à peu près aucun rapport avec ce qu'est en revanche la recherche historique. Et que donc on a souvent dans l'espace public des discours qui se croisent en parlant de choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et on voit plus largement cette question dans la prise à partie des historiens par les politiques de droite comme de gauche. J'étais la semaine dernière à Blois, il y avait Édouard Philippe qui est venu présenter sa vision de l'histoire. J'ai entendu quelques jours plus tard Jean-Luc Mélenchon. L'usage des références historiques dans la culture politique française est un usage qui est à la fois d'une grande fréquence et d'une grande distance avec l'histoire professionnelle. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, on ne fait pas de la recherche en histoire parce que c'est poétique, alors que ça peut l'être. Mais ça n'est pas le premier moteur, et on ne fait pas de recherche en histoire pour rêver à la grandeur de la France, que ce soit Robespierre pour les uns, ou Louis XIV ou Saint-Louis pour les autres. Et si vous voulez, quand j'entends ce type de discours, ça me fait toujours penser finalement à l'investissement psychologique qu'on peut avoir en lisant Le Seigneur des Anneaux ou en regardant Game of Thrones. Non, mais c'est pas très différent. C'est-à-dire que moi, quand j'entends parler des gens de Saint-Louis ou du général de Gaulle, au fond, chacun a son Gandalf. Mais on voit bien que les récits historiques tiennent parfois le même type de fonction imaginaire que la littérature, ce qui n'est pas une découverte. Alors en quoi, justement, la recherche historique au sens universitaire est un peu différente ? C'est parce qu'elle s'inscrit à l'intérieur de ce qu'on appelle histoire, depuis Thucydide. Elle s'inscrit dans un rapport particulier au passé, si vous voulez, qui s'est élaboré grosso modo en Europe, alors plus spécifiquement en France et en Allemagne au cours du XIXe siècle, et qui consiste à penser que l'histoire peut être un objet de science. Et ce tournant scientifique de l'histoire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, n'annule pas les autres fonctions de l'histoire, mais propose l'idée qu'en suivant un certain nombre de méthodes et de procédures particulières qui vont définir un métier, et c'est le moment où l'histoire se professionnalise, c'est-à-dire que les gens qu'on appelle des historiens entre Thucydide et la Révolution française, ça n'est pas leur travail au sens professionnel, alors que
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui se structure aussi, c'est un système universitaire où il y a des gens, dont nous sommes les héritiers, qui vont être payés par l'État ou par un certain nombre de systèmes privés, par exemple aux États-Unis, pour faire de l'histoire. Et donc, dans ce dispositif-là, naît cette idée que la combinaison de méthodes, de procédures et d'un statut social va produire une science. Et la science, avec un S majuscule, c'est la grande aventure du XIXe siècle. C'est-à-dire que le grand idéal du XIXe siècle, c'est de produire de la science. Et l'histoire, qui est une vieille chose au sens où l'histoire appartient aux humanités depuis très longtemps, et où il y a des historiens, certains d'entre vous ont dû traduire Tacite, la science, finalement, va saisir l'histoire et va la redéfinir d'une manière un peu différente de ce qu'elle avait été pendant les siècles précédents. Et comment l'histoire est redéfinie? Eh bien, elle est redéfinie grosso modo de deux façons. Et c'est là où se crée une tension essentielle dans l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire dans l'historiographie. Il y a d'un côté des gens qui redéfinissent l'histoire comme science sur un modèle qu'on pourrait dire taxinomique, c'est-à-dire les sciences de la description. Les sciences de la description, c'est, si vous voulez, la philologie ou la zoologie. Et dans ce modèle, l'histoire se définit avant tout comme une science de l'établissement et du classement des faits à partir de la critique documentaire. C'est ça qui produit les premières revues scientifiques, la naissance de l'école des chartes, la méthode historique, les grandes méthodes critiques. Et puis d'autre part, il y a un autre modèle concurrent à l'époque qui est ce qu'on pourrait appeler le modèle nomologique, au sens où il ne s'agit plus de décrire et de classer, mais il s'agit de produire des lois. Alors le modèle nomologique, c'est celui qui travaille par exemple en physique ou dans les sciences sociales naissantes comme la sociologie et l'économie. Les gens qui voient les choses sous cet angle-là pensent que l'histoire n'est pas là pour classer et pour décrire, mais est là pour produire des modèles d'évolution selon des règles historiques de transformation des sociétés qu'il faut mettre en évidence. Et si je résume un peu, une grande partie des débats historiographiques qui agitent l'Europe entre les années 1870 et les années 1930 sont en fait liés à la confrontation ou à l'alliance de ces deux grands modèles. Et ce qui est en jeu dans la création des Annales en 1929 par Bloch et Febvre, c'est justement la combinaison de cette histoire qu'on dit parfois méthodique, positiviste, érudite, et de cette histoire nourrie des sciences sociales. Et cet équilibre, c'est un équilibre qui est toujours difficile, qui est toujours en tension, disons, entre le pôle descriptif et le pôle modélisateur, et qui, à certains moments, traverse encore les débats historiographiques, qui est d'ailleurs, je fais aussi une parenthèse, un équilibre très spécifique en France, parce qu'il correspond en partie à l'équilibre entre l'école des chartes et l'école normale supérieure. L'un et l'autre se renvoyant dans les moments de crise historiographique, dans les années 30 par exemple, l'accusation pour les uns d'être du côté des idées et pour les autres d'être du côté de la bête érudition. Et d'ailleurs, j'avais justement pris une citation de Marc Bloch en exergue de mon livre où Marc Bloch renvoyait les deux dos à dos. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette opposition, c'est que d'un côté comme de l'autre, au XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les différents camps sont d'accord autour de l'idée que l'histoire est une science. C'est-à-dire que l'histoire doit fournir une connaissance qu'à l'époque on considère comme neutre, objective, absolue, si vous voulez, entre guillemets. Et c'est cette vieille idée de science telle que le XIXe siècle l'a imaginée qui s'est retournée ensuite contre l'histoire. Et aujourd'hui, dans l'opinion commune, très souvent, alors l'opinion commune, ça peut être, par exemple, allez lire les grands journaux français et lisez les commentaires. C'est un truc horrible d'aller lire les commentaires, le truc le plus déprimant du monde, quoi. Parce qu'en général, enfin je m'excuse par avance pour celles et ceux qui commentent les articles, mais d'habitude, c'est le pire de ce qui peut s'exprimer qui s'exprime là. Et on voit très bien qu'à chaque fois que c'est un papier qui parle d'histoire, les commentaires, c'est « mais de toute façon, l'histoire c'est pas une science, l'histoire c'est jamais neutre, l'histoire c'est pas objectif ». C'est-à-dire une déconstruction de l'idée d'histoire comme science qui est devenue banale, mais qui, si vous voulez, a des racines qui sont des racines assez profondes. Et qui sont liées non seulement à l'évolution de la discipline historique, mais qui sont aussi liées à l'évolution des sociétés occidentales depuis les années 70. Parce que pour penser que l'histoire pouvait être une science, au sens fort, comme l'ont pensé
les Européens de la fin du XIXe siècle, il fallait aussi avoir un certain degré de foi en l'histoire, disons. Ce qui correspond à un moment particulier de l'histoire de l'Occident, c'est-à-dire qu'entre la Révolution française, disons, et les Trente Glorieuses, en passant par le vaste mouvement d'expansion et de domination qui a été la colonisation, une bonne partie des Européens avaient le sentiment que l'histoire soufflait dans leur sens. À partir du début des années 70, les choses sont devenues plus compliquées et la foi collective dans le sens de l'histoire et dans le progrès s'est évidemment progressivement effritée, au même moment où les historiens ont commencé à mettre en doute la scientificité de leur discipline. Et c'est le moment, par exemple, où la vieille interrogation sur la dimension littéraire de l'histoire, qui avait été très forte au XVIIIe, au XIXe siècle, ressurgit. Le livre le plus célèbre qui pose cette question, c'est le livre de l'américain Hayden White, qui s'appelle Meta-History, et qui est publié en 1973. Et là, on a les gens qui redécouvrent l'idée que, en fait, l'histoire prétend être une science, mais ça n'est peut-être qu'un récit, ça n'est peut-être qu'une narration, qu'au fond, c'est un genre littéraire. Et puis, on redécouvre aussi toutes les limites d'une histoire qu'on avait voulu neutre et universelle, mais dont on se rend compte, à partir d'un certain nombre d'espaces critiques, qu'elle est très largement le résultat du travail d'un historien qui était, d'habitude, un homme blanc, bourgeois, occidental, plutôt âgé, enfin, ce qui est encore le cas pour une bonne partie de l'écriture de l'histoire, et donc que l'universalisation du point de vue de l'histoire était moins simple qu'il n'y paraissait. Et dans les années 80, on a souvent utilisé le terme de crise de l'histoire pour désigner ce moment, qui est une phase essentielle parce que déstabilisante, mais en même temps nécessaire pour comprendre les redéfinitions de l'histoire aujourd'hui en tant que science. Parce que la redéfinition de l'histoire en tant que science aujourd'hui ne peut justement pas se faire sur les mêmes bases que celle du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que la notion de science elle-même s'est considérablement transformée et elle s'est souvent davantage transformée du côté des sciences de la nature que du côté des sciences humaines. C'est-à-dire qu'en fait, les sciences humaines utilisent aujourd'hui des concepts pour définir la science que plus personne quasiment n'utilise dans le domaine des sciences de la nature. Et en s'appliquant ces concepts, les gens disent vous voyez bien, l'histoire ne peut pas être une science parce que X, Y, Z, qui sont des choses qui étaient dans les manuels de physique du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'idée que la science peut être absolue, neutre, objective, qu'elle est par nature prédictive, qu'elle va nous servir de façon certaine à éclairer l'avenir, ça ne correspond plus du tout à l'épistémologie contemporaine. Il y a longtemps que les scientifiques de la nature sont devenus probabilistes, qu'ils intègrent le problème du point de vue de l'observateur, le biais de l'instrumentation, toutes les limites de la répétition et des cas, qui savent bien qu'il ne suffit pas de refaire 3 fois la même expérience pour avoir le même résultat. Bref, toute l'épistémologie, et en particulier l'épistémologie des sciences du vivant, montre des choses très différentes des vieilles règles qui étaient au fond uniquement pensées pour une discipline qui a servi de paradigme pendant 200 ans et qui était la physique. Mais par exemple, la médecine, ça ne marche pas du tout comme la physique. La génétique, ça ne marche pas du tout comme la physique. Donc, vouloir que l'histoire fonctionne selon les principes de la physique en termes de définition scientifique, ça ne peut pas fonctionner. De même que quand vous lisez des travaux sur les mathématiciens, les informaticiens, vous voyez qu'ils sont très conscients du fait qu'il y a des styles individuels, qu'il y a des formes de subjectivité qui s'expriment dans ces disciplines. Les grands mathématiciens, ils sont reconnaissables à leur style de démonstration, de même que les informaticiens ou les codeurs le sont également. Donc, cette idée qu'il y aurait d'un côté des sciences qui seraient absolues, pures et démonstratives, et de l'autre côté des choses qui seraient du domaine de l'essayisme un peu littéraire, est une idée qui en fait s'est déjà assez largement effondrée. Et l'idée même que la science serait une sorte de savoir abstrait, c'est une idée qui, avec le recul, nous apparaît, quand on regarde aujourd'hui le XIXe siècle, comme un moment qui est encore largement dominé par un idéal qui était celui de la théologie. C'est-à-dire qu'au fond, ce que la science du XIXe a prétendu faire, c'est remplacer la théologie en adoptant son point de vue sur le savoir comme étant un savoir neutre, objectif. Et regardez les grands textes d'épistémologie du XIXe siècle, le plus souvent, le point de vue du scientifique qui est décrit, c'est le point de vue de Dieu. Mais c'est un point de vue qui, de fait, ne peut jamais exister face à l'épreuve de l'expérience ou à l'épreuve des faits. Alors, la critique
de l'histoire comme science, évidemment, pose le problème du basculement dans le scepticisme ou dans le relativisme, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, tous les savoirs se valent et qu'il n'y a pas moyen de savoir si quelque chose est plus ou moins vrai. Si vous voulez, c'est la configuration de plateau CNews ou BFM avec un type qui a lu 3 livres et qui explique à un historien ou une historienne que pas du tout, il se trompe, alors qu'il n'a pas vu le premier manuscrit et qu'il n'a pas la moindre idée du latin. Donc, mais ça, en même temps, c'est l'espace public tel qu'il est en partie structuré aujourd'hui. Donc, une situation dans laquelle effectivement, la critique de la science produit son envers. Et ce risque, il a émergé dès les années 1970-80, en particulier en France, là encore, à travers, par exemple, les débats sur le négationnisme. C'est-à-dire qu'une partie des enjeux théoriques autour des débats sur le négationnisme, c'est le problème de savoir comment répondre à des démarches qui se présentent comme des démarches scientifiques, mais qui en réalité n'en ont aucun des traits méthodologiques. Et au fond, si les historiens ont réussi à trouver des réponses théoriques assez fortes dans ce type de débat, ils ont quand même éprouvé les pires difficultés à reconstruire des objets intellectuels face à ce type de mise en cause. Et si vous regardez dans une histoire très longue, le rapport contemporain qu'on entretient aux fake news, le Trumpisme, si vous voulez, c'est le point extrême de la déconstruction de la croyance en la science, que ce soit sciences sociales ou sciences de la nature. C'est-à-dire le moment où, au fond, plus rien n'a de sens parce que tout peut en avoir dès lors qu'on a beaucoup de followers sur un compte Twitter. Et là, justement, se noue une partie du problème auquel on est confronté, c'est-à-dire comment reconstruire un discours sur le passé qui évite à la fois l'écueil du scepticisme général et, d'un autre côté, l'écueil de ce qu'on pourrait appeler le dogmatisme, c'est-à-dire l'idée qu'une fois pour toutes, on a un savoir vrai sur tel ou tel épisode historique, dans un sens, là encore, un peu théologique. Et c'est entre ces deux écueils qu'il faut repenser la question du travail de l'histoire. Et c'est ça qui importe, je pense, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut commencer par changer de perspective sur ce qu'est la science historique elle-même. Par exemple, en arrêtant de penser que la science historique se définit uniquement par ses résultats, alors qu'en fait, elle se définit essentiellement par sa méthode. L'histoire scientifique, si vous voulez, ça ne peut pas être juste le récit linéaire de tout ce que les gens ont découvert à travers le temps. Le contraire de la science historique, au fond, c'est les manuels de premier cycle. C'est-à-dire ces trucs qui commencent, il n'y a pas de notes, on a juste une sorte de discours moyen sur ce qui s'est passé au XIIIe ou au XIVe siècle. Alors que précisément, le problème, ce n'est pas de produire un savoir arrêté. Le problème, c'est d'arriver à expliquer comment ce savoir s'est construit à un moment donné. C'est-à-dire que ce qui différencie l'historien des autres personnes qui s'intéressent au passé, c'est pas qu'il connaît mieux absolument le passé. On peut connaître, moi j'ai rencontré des gens très érudits qui pour autant ne sont pas des historiens. C'est qu'il inscrit son savoir dans un cadre épistémologique, dans des méthodes, et que ce qui est scientifique, c'est le partage des conditions d'élaboration de ce savoir sur une documentation donnée. Si vous voulez, c'est-à-dire que c'est la possibilité de discuter de façon critique un savoir au sein d'une communauté, de le réviser, de le faire évoluer et de parvenir ainsi à la meilleure compréhension possible de la transformation des sociétés humaines dans le temps. Donc, ce qui pourrait caractériser la science historique aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à montrer les procédures d'élaboration du savoir historique en même temps qu'il s'élabore. Au lieu de dire aux gens « c'est comme ça », vous mettez en évidence, et c'est le rôle des notes de bas de page, c'est le rôle de l'historiographie, de la bibliographie, des savoirs érudits, c'est aussi le rôle du dialogue avec les autres sciences sociales, c'est-à-dire que l'autorité du discours scientifique en histoire repose paradoxalement sur le fait qu'il peut être mis en cause. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon une autorité dans la mesure où il se livre dans ses limites, dans sa fragilité. Encore faut-il payer le coût d'entrée pour maîtriser les méthodes
et pour faire le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce savoir est un savoir qu'on peut déconstruire que cette déconstruction est à la portée de n'importe qui. Il y a un mécanisme de professionnalisation de ce point de vue, mais cette professionnalisation, elle repose sur la possibilité de construire, déconstruire, reconstruire. Et cette réflexivité, elle engage donc le point de vue de celui ou celle qui mène la recherche. Toute recherche en histoire, mais pas seulement, est une recherche qui est située. Et cette situation, elle n'est pas sans effet sur les résultats de la recherche. De même qu'en physique, vous avez fait un peu de physique au moins au collège, en physique, vous le savez, la position de l'observateur n'est pas sans effet sur l'observation. Et c'est tout le sens de toutes ces formes de contestation radicale du savoir historique qui se sont élaborées à partir des années 70 ou 80. Quand on parle des subaltern studies, c'est-à-dire de ces courants intellectuels qui visent à rendre la parole aux dominés et à ceux qui ne l'ont pas. Quand on parle des post-colonial studies, c'est-à-dire les études qui visent là aussi à faire voir l'histoire globale à travers le regard de ceux qui ont été colonisés ou qui, d'une certaine manière, le sont encore aujourd'hui. Ou ce qu'on appelle, par exemple, dans les études féministes, la théorie du positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire que toutes ces formes de critique-là, au-delà de leur dimension politique, qui est en même temps bien réelle, ça veut dire, avant tout, faire valoir le fait que quand on occupe une position donnée à l'intérieur des coordonnées spatio-temporelles, on écrit une histoire et on voit le monde sous un certain point de vue. Et que ce point de vue permet de faire voir des choses qui sont potentiellement différentes. Alors, quelle est la conséquence de cette idée ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de neutralité a priori. Il n'y a pas d'universalité a priori dans le savoir historique. Ce qu'il y a, c'est des processus de neutralisation ou des processus d'universalisation. C'est-à-dire que vous pouvez construire méthodologiquement une position dans laquelle vous allez essayer d'adopter une série de points de vue ou de faire voir que votre point de vue a lui-même ses limites et qui vous permet de voir certaines choses, mais qu'il y en a d'autres que vous ne pouvez pas voir. Parce que celui ou celle qui écrit l'histoire est toujours dans l'histoire comme tout scientifique, si vous voulez. Et c'est là encore où on retrouve cette espèce de rêve théologique que l'historien pourrait arrêter le temps et écrire en produisant une sorte de savoir éternel qui ne serait pas déterminé par sa position, comme si vous pouvez écrire la même histoire en 1900, 1950 ou en 2000, comme si vous pouvez écrire la même histoire si vous avez été formé aux États-Unis, en France, en Pologne ou en Afrique du Sud, pour prendre des lieux qui ont formé des médiévistes. Là, vous avez justement un angle mort qui a longtemps été laissé de côté. Alors, quand on dit ça, on peut avoir l'impression que du coup, c'est à cause de ça que l'histoire n'est pas une science. Mais en réalité, l'idée que je défends ici, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire que ce qui rend scientifique le discours historique, c'est sa capacité à montrer ses limites, ses propres coordonnées spatio-temporelles, à les englober dans la recherche et ensuite, du coup, à les remettre en perspective. Et à les remettre en perspective, y compris de manière subjective. C'est-à-dire que le chercheur est impliqué dans son enquête, il est lui-même le point d'aboutissement de l'histoire sur laquelle il travaille, et il entretient avec cette histoire des liens qui sont tout à fait personnels, qui dans un certain nombre de cas d'ailleurs sont des liens d'engagement qui sont très forts. Si vous faites une prosopographie des historiens et des historiennes et que vous corrélez les sujets sur lesquels ils travaillent avec leur parcours personnel, vous découvrirez quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus du milieu ouvrier qui font de l'histoire ouvrière, qu'il y a beaucoup de protestants qui font de l'histoire du protestantisme, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de telle ou telle région qui font de l'histoire de telle ou telle région. Ça ne veut pas dire que c'est une détermination, ça veut dire que c'est simplement mettre la loupe grossissante sur un phénomène qui en réalité vaut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle vous êtes allé travailler sur tel ou tel sujet. Ça peut être une raison positive, ça peut être une raison négative, ça peut être une raison détournée, mais croire que le choix d'un sujet historique peut relever de la neutralité, c'est justement une illusion et un manque de réflexivité sur son choix. Et donc il faut savoir que tout choix va engager un point de vue et que ce point de vue va vous donner un avantage comparatif et va vous donner d'un autre côté un inconvénient. Par exemple, être familier de son sujet, ça va vous donner un avantage comparatif si on prend le Moyen-Âge.
avoir une culture chrétienne, ça aide à faire l'histoire du Moyen-Âge dans une certaine mesure. Ça handicape aussi le médiéviste ou la médiéviste, parce qu'il part avec un certain nombre de présupposés, par exemple, sur ce qu'est la société chrétienne, qui sont souvent démentis par les archives et par les faits. Donc, le problème, ce n'est pas d'être l'un ou l'autre. Le problème, c'est d'avoir conscience de ce que vous engagez au moment de l'analyse. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut comprendre aussi l'expression « travail de l'histoire ». On travaille sur l'histoire parce que l'histoire, d'une certaine façon, nous travaille. Et c'est ça le biais que j'essaye de mettre en évidence. Donc tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le rapport traditionnel à l'histoire, par exemple, comme narration. Ça veut simplement dire que le récit devient un des moyens de mettre en évidence ces dimensions. Et là, c'est un des points de contact avec les problématiques de la littérature. Parce qu'en littérature, on sait depuis longtemps qu'il existe toute une série de manières de raconter les histoires qui contournent, détournent, transforment ce que serait le point de vue omniscient. Et justement, une grande partie de la modernité littéraire au XXe siècle, elle propose des moyens de faire voir ce qu'est un point de vue qui peuvent inspirer les historiens. On a souvent tendance à penser que la littérature, c'est l'ennemi de l'histoire, mais pas du tout. Je pense qu'il y a toute une série de circonstances dans lesquelles, au contraire, la littérature est l'allié de l'histoire, indépendamment du problème de l'esthétique ou de savoir si un historien écrit bien ou mal. En fait, la narration ou le récit, c'est une façon de reposer le problème du raisonnement historique, mais au lieu d'effacer le point de vue, on peut en généraliser la portée de cette façon, c'est-à-dire rappeler que celui ou celle qui écrit l'histoire, il a lui-même une place dans cette histoire. Alors vous me direz, là j'ai été très abstrait depuis maintenant 25 minutes, hein, quel rapport est-ce que tout ça a avec le Moyen-Âge et la sociologie historique de la culture en Europe qui occupe l'essentiel de mon travail? Justement, je voudrais essayer d'utiliser les 30-35 minutes qui me restent pour montrer, à partir de 3 objets qui m'ont occupé à divers titres au cours des dernières années et qui chacun mettent en jeu d'une certaine façon le travail de l'histoire, montrer comment aujourd'hui, quand on est un historien de métier, on peut tenter de tenir compte de tous ces problèmes pour travailler sur des objets du Moyen-Âge. Alors le premier objet, c'est un objet que j'ai rencontré un peu par hasard il y a 2 ans. Alors je ne sais pas comment on le voit d'ici. Jean, on voit quelque chose du fond? Plus ou moins, ok. Jean est très poli. Donc on ne voit rien, mais j'ai des agrandissements de cette photo. Alors, il y a 2 ans, j'ai rencontré ça comment? Je devais faire une conférence à Toulouse, au musée des Augustins. On m'avait demandé de parler d'un tableau. Un tableau de mon choix. En fait, j'avais accepté parce qu'il y a un tableau que je visais, qui m'intéressait depuis très longtemps, et sur lequel j'avais tout à fait envie de faire une conférence. Manque de bol, en fait, ce tableau était dans les réserves du musée, et ma conférence était un samedi, et on ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, sortir le tableau des réserves. Donc je me suis retrouvé un peu comme un idiot, à être obligé de choisir un autre tableau dans ceux qui étaient accrochés. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait parmi la peinture italienne du XVe siècle, qui est ce que je connaissais le moins mal, et j'ai vu ce panneau un peu mystérieux, puisque là, ce que vous avez devant vous, c'est un panneau de bois peint, dont on peut se demander ce qu'il représente. Alors, si vous pouviez le voir, vous verriez qu'en fait, il représente une scène de chasse. Vous avez un pont au milieu, hein, vous avez 2 groupes d'hommes qui chassent de part et d'autre, et puis vous avez une ville au fond. La ville au fond, c'est la ville de Florence. Là, en agrandissant un peu, on devine le dôme de Santa Maria del Fiore, et on voit bien que ce sont les murailles de Florence telles qu'elles se dressaient à partir du milieu du XVe siècle. En fait, il y a un seul personnage qui est étranger à la chasse, hein, c'est là, vous le voyez sur la gauche, le paysan qui traverse le pont avec son âne. Tous les autres sont occupés par une chasse d'un côté au sanglier, de l'autre côté au cerf. Alors Michel Laclotte, qui a dirigé le Louvre et qui a travaillé sur ce tableau, avait dit que c'était un pur tableau de genre qui n'avait pas une signification particulière. Alors évidemment, quand on dit ça à un historien, du coup, ça lui donne envie de faire le malin et de trouver un sens au tableau que n'avait pas trouvé son prédécesseur. Hein. Et du coup, on peut remarquer qu'on a 2 groupes qui sont en fait très différenciés d'un côté et de l'autre. D'un côté, on a des aristocrates qui chassent à cheval et qui chassent avec des chiens qui ont des colliers, un cerf.
Et puis de l'autre côté, on a des hommes du peuple qui chassent avec des chiens qui n'ont pas de collier et qui chassent un sanglier. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, cette dichotomie est celle qui gouverne l'ordre civique de Florence. C'est-à-dire qu'en fait, Florence, à l'époque, est dominée par l'alliance politique entre l'aristocratie et le popolo grasso, et que l'un et l'autre se livrent à la même activité qui est la chasse. Or, la chasse, au Moyen-Âge, c'est l'une des nombreuses métaphores du gouvernement, et dans la culture politique médiévale, la chasse, c'est l'exercice du pouvoir. Et si les rois chasseurs, s'il y a une telle importance, et on peut aller jusqu'à Louis XIV, si la chasse joue un rôle aussi important, c'est à cause de cette dimension métaphorique. Donc, en réalité, ce que montre ce panneau peint, c'est la société politique florentine telle qu'elle existe au milieu du XIVe siècle, y compris dans sa dimension de domination à l'égard de la nature, puisque cette société politique est une société politique qui met les animaux, le fleuve, les arbres en coupe réglée. C'est aussi une société politique qui est une société politique purement masculine, c'est-à-dire que si vous regardez le tableau, dans l'ensemble des personnages du tableau, il n'y a pas une seule femme. Au fond, c'est une image arrêtée de ce qu'est l'exercice du pouvoir à Florence au milieu du XVe siècle. Alors on se dit, voilà, super, c'est une image, ça raconte quelque chose, je vous ai raconté cette histoire. On se dit même, c'est un tableau puisque c'est dans un musée. Est-ce que ça, c'est un tableau? C'est une question qui n'est pas si évidente, parce que si on retourne à l'objet, même si on retourne l'objet, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça, c'est l'arrière de l'objet. Là, on a l'impression d'être face à une œuvre d'art contemporain. Je vous mettrai ça dans certains hangars avec un petit dispositif autour et un bon petit texte sur un cartel. Je pourrais vous expliquer que c'est une création très récente. Alors, en fait, cette œuvre d'art contemporain qu'on produit en retournant l'image, vous voyez qu'elle rend l'image invisible et que d'un seul coup, on voit la matière. Alors, qu'est-ce qu'on voit la matière? C'est ce qu'en conservation, en restauration, on appelle le support. Vous savez qu'on oppose le support à la surface. Et d'ailleurs, dans la restauration de tableaux, ce n'est pas les mêmes gens qui restaurent la couche picturale et qui restaurent le support. Alors le support, on dit ça de façon un peu méprisante. Bon, c'est 99% de la matière de l'objet, le support dans la peinture, même quand c'est du Léonard de Vinci. Et ce support, c'est quoi? En fait, c'est un morceau de bois qui fait 3 cm d'épaisseur, 27 cm de large et 2,36 m de long. En fait, c'est une planche. C'est une planche, d'ailleurs, vous pouvez regarder les nombreuses galeries de verre à l'intérieur de la planche. Du point de vue du verre, c'est un habitat, cet endroit. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle planche. C'est une planche sur laquelle on a passé une couche de plâtre, on a passé une couche de colle animale, on y a mis des pigments qui ont été mélangés entre pigments minéraux, pigments végétaux. On les a liés avec de l'œuf. Si vous voulez, derrière l'histoire de cet objet, il y a au moins un peuplier, du poisson, des plantes, du plâtre, des poules et des vers. Donc, derrière le tableau, il y a un objet. Et cet objet, il prend vie d'une certaine façon. Alors, essayons de retracer la biographie de cet objet si on traitait l'objet comme une personne. Ce panneau, il naît à Florence. On ne sait pas bien quand, au milieu du XVe siècle. On ne sait pas bien non plus de qui, puisqu'on ne sait pas qui l'a peint, même si la critique récente l'a attribué à un peintre qui s'appelle Giovanni di Franco. On ne sait pas non plus comment les contemporains appelaient ce panneau. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'appelaient pas ça un tableau et qu'il n'avait pas de titre. Donc, en fait, cet objet, il n'est pas très différent d'un personnage que vous rencontreriez dans les archives du XVe siècle. Des fois, vous trouvez un nom, on ne sait pas qui était le personnage, ce qu'il faisait, où il allait, on le voit une fois. C'est un peu du même genre. On a même du mal à savoir à quoi servait cet objet. Parce que, évidemment, il est clair que ce n'est pas le genre de choses que vous mettez facilement a priori chez vous comme tableau. À quoi ça ressemble? Alors, on a pu penser parfois que c'était le côté d'un coffre, mais en fait, il n'y a aucun coffre qui fait 27 cm de haut sur 2,36 m de long. On a pu penser que c'était la prédelle d'un retable, sauf que les prédelles ont toujours des sujets religieux. Donc, à vrai dire, aujourd'hui encore, on ne sait pas trop ce que c'est. Au fond, ce qu'on pense, c'est que c'est ce qu'on appelle en italien une spalliera, c'est-à-dire en fait une épaulière
une sorte de panneau décoratif qui était placé à la hauteur de l'épaule, ou parfois qui était placé tout en haut du mur, et qui servait, dans un décor de lambris par exemple, à une pièce dans une chambre aristocratique. Donc en fait, cet objet, il appartient à une économie domestique de l'image. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'art décoratif. En tout cas, rien à voir avec ce que nous, on entend par le terme de tableau. Il a peut-être été offert par les Médicis à Frédéric de Montefeltre, qui est le comte d'Authière, devenu duc d'Urbino à l'occasion de son remariage. Il y a quelques indices qui le laissent penser, mais en fait, on ne sait rien de sûr sur cet objet jusqu'en 1631. Et en 1631, on a un inventaire du palais d'Urbino. Si vous êtes déjà allé à Urbino, vous savez qu'il y a un grand palais Renaissance et qu'en 1631 meurt la dernière héritière. On fait un inventaire et là, on a une description qui dit « Une longue table peinte de chasse, l'une au cerf, l'autre au sanglier, au milieu desquelles est un pont. » Alors, on ne peut pas être sûr que c'est ça, mais enfin, il y a quand même de fortes présomptions. Mais vous voyez que là, les choses deviennent désagréables pour l'historien, puisque après cette mention de 1631, le tableau disparaît à nouveau pendant 3 siècles. Et je le retrouve dans la documentation le 14 décembre 1933 à l'hôtel Drouot, où il est vendu aux enchères. Il est vendu par un personnage extraordinaire qui s'appelle Carlos de Candamo, qui est une sorte de gentleman péruvien, né en 1871. Vous allez penser que je l'ai inventé, la même année que Proust, qui d'ailleurs pourrait être un personnage de la recherche. C'est-à-dire que c'est un héritier péruvien qui est sportif émérite, qui joue au rugby et qui fait partie des premières équipes championnes de France de rugby dans les années 1890, qui fait de l'escrime et qui est le premier représentant du Pérou aux Jeux Olympiques, et puis qui finit par entrer dans la carrière diplomatique, et qui d'ailleurs est le signataire du traité de Versailles pour le Pérou. C'est une enquête historique. Non mais des fois, quand on fait l'histoire, on tombe aussi sur des petites choses. Et alors, ce Carlos de Candamo, c'est un très grand collectionneur du début du XXe siècle. En 1933, il vend sa collection, et entre autres, il a ça dans sa collection. On ne sait pas où il l'a acheté, on ne sait pas non plus qui le rachète. Mais au moment où le tableau ressurgit, dans mes archives, c'est 1945, après la Seconde Guerre mondiale, récupéré par les troupes françaises en Allemagne, et j'ai trouvé en fait le document qui enregistre la description du tableau. Vous reconnaissez là une sorte de Spitzschrift allemande, c'est-à-dire que le moment où les troupes américaines commencent à trier les œuvres d'art qui avaient été pillées par les nazis et en particulier par Göring, on retrouve cet objet parmi toute une série d'autres en Allemagne. Il est ramené en France, déposé au Louvre, et la direction des musées de France finit en 1959 par le confier au musée des Augustins de Toulouse. Et c'est à ce moment où pour la première fois on rédige une sorte d'état civil de cet objet. Et ça, c'est le document d'archives qui est aujourd'hui au musée de Toulouse, où vous avez auteur anonyme, titre de l'œuvre, La Chasse, on n'en sait rien. Derrière, vous avez 1450-1460. Donc vous voyez qu'on ne sait pas grand-chose de cette œuvre, qu'au fond, on lui pose des questions qui n'ont jamais été posées auparavant. Personne ne s'est jamais demandé si cet objet avait un auteur ou s'il avait un titre. Mais réfléchissez bien à ce que sont les objets d'art décoratif dans toute une série de moments historiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va transformer l'objet. Qu'est-ce que c'est que ce document? C'est en fait l'acte de naissance d'un objet qui devient par là même un tableau au bout de 5 siècles. Alors pourquoi j'ai choisi cette histoire en premier? Parce que vous voyez que l'histoire de cet objet, ça n'est pas simplement l'histoire de la production de l'objet dans la Florence artisanale du XVe siècle ou l'histoire de l'iconographie de l'objet. C'est aussi l'histoire de la transmission de cet objet, l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la patrimonialisation de l'objet. Et cet objet, il raconte autant de la société florentine du XVe siècle qu'il raconte de la société européenne contemporaine. Et évidemment, vous pouvez le voir comme une œuvre d'art, vous pouvez le voir comme un tableau, on peut aussi le voir comme une planche qui a eu de la chance et qui a réussi sa vie. C'est-à-dire que sa cousine, elle est peut-être allée ensuite faire une porte de grange et a été détruite dès le XVIe siècle. Donc,
qu'est-ce que je souligne ici, si vous voulez, c'est cette dimension de transmission et de temporalité qui s'inscrit même dans le travail de l'historien. Et je disais tout à l'heure que moi, je faisais aussi partie de cette histoire et de cette enquête. De fait, en tant qu'historien, j'ai dit que j'avais rencontré cet objet par hasard. C'est vrai, par le hasard, disons, de cet épisode toulousain que j'ai décrit tout à l'heure, mais en même temps, je ne suis pas arrivé dans ce musée par hasard, mais par une succession de logiques sociales et culturelles qui ont fait que je m'intéresse à la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge. Et je m'intéresse à la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge aussi parce que, par exemple, quand j'étais petit, mes parents m'ont emmené dans des musées voir de la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge. Pourquoi eux l'ont fait? Ils l'ont fait parce que mes parents appartiennent à une génération de gens qui sont nés dans des milieux modestes, mais qui eux-mêmes ont accédé à ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie, et que dans les années 1960, c'est l'époque où Pierre Bourdieu écrit L'amour de l'art, l'investissement culturel est l'une des valeurs distinctives dans lesquelles les sociétés européennes se reconnaissent, et que s'il existe des musées, s'il existe des salles de concert, des valeurs culturelles, c'est aussi parce qu'il y a une structure sociale qui fait exister ces objets culturels pour nous. Donc, quand je mets tout ça en avant, c'est pour dire que l'histoire, ça n'est pas simplement ce qui s'est passé à un moment donné, c'est aussi comment ce qui s'est passé est arrivé jusqu'à nous et a gardé une signification. Par exemple, poser la question du rôle, en l'occurrence, du musée, de l'héritage culturel, de la distinction, des valeurs, de l'école, et plus largement poser la question de la culture européenne dans la très longue durée. Quand je dis poser cette question, le problème ici n'est pas de célébrer en disant c'est extraordinaire, c'est notre patrimoine culturel, il faut le défendre, ou au contraire de le critiquer en disant c'est un mode de domination sociale comme un autre qu'il faut détruire. Moi, justement, mon problème quand je fais ça, c'est d'utiliser toute la gamme possible de la recherche scientifique pour comprendre ces mécanismes et les mettre en évidence. Et même quand on veut comprendre la société florentine du XVe siècle, qui était mon point de départ, le détour par l'ensemble de la place historique de cet objet et de sa fonction à travers le temps est un détour qui est nécessaire, faute de quoi vous comprendrez mal, y compris le point de départ de votre enquête historique. Alors ça, c'était mon premier objet, ma première histoire et mon premier exemple. C'est de nouveau dans un musée que j'ai rencontré mon deuxième objet de la soirée, qui est une sculpture en albâtre du massacre des Innocents, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Alors il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on savait de cet objet qui se trouve aujourd'hui au musée de Chambéry? En gros, on en savait ce qu'une grande historienne de l'entre-deux-guerres, qui s'appelle Thérèse Sclaffer, qui est la première femme à avoir écrit dans les Annales, on en sait ce qu'elle en avait écrit dans sa thèse de 1926 sur le Dauphiné, c'est-à-dire qu'elle avait retrouvé un conte de Châtellenie à Vizy. Vous voyez où c'est, Vizy, à côté de Grenoble. Et dans ce conte de Châtellenie, il était raconté que le dauphin Humbert II, en 1336, avait fait extraire 45 blocs d'albâtre de la carrière de Mézage et les avait fait envoyer au comte de Savoie pour la nécropole de l'abbaye de Hautecombe. L'abbaye de Hautecombe, c'est sur le lac du Bourget, c'est en face d'Annecy. Donc, on a un témoignage historique là qui permet de documenter ce bloc, et on a une autre historienne d'art, cette fois, Françoise Baron, qui a retrouvé dans d'autres documents les étapes de dégrossissage puis de sculpture de ces blocs. Ces blocs, ils ont donc été utilisés pour le tombeau du comte et de sa femme et pour un retable qui racontait l'enfance du Christ, d'où l'histoire des Saints Innocents et du massacre des Innocents. Alors, tout ça, là, ça ne nous éloigne pas beaucoup de l'anecdote historique ou du souci de collectionneur ou de conservateur. Mais justement, au début des années 2010, une équipe interdisciplinaire qui a été formée par Wolfram Klopman, qui est un géologue, par Lise Leroux, qui est une chimiste, et puis par Pierre-Yves Le Pogam et Sophie Jugy, qui sont des historiens d'art conservateurs au Louvre, chartistes, par parenthèse. Cette équipe interdisciplinaire m'a proposé de collaborer à une recherche autour
de cet objet et d'un certain nombre d'autres à cause du matériau qui est l'albâtre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé pour la première fois à l'objet. Alors vous voyez, c'est encore un mélange de hasard et de détermination. Alors pourquoi l'albâtre? Parce que l'albâtre, c'est un des matériaux à la mode au XIVe siècle dans les élites européennes. En fait, au XIVe siècle, l'albâtre est utilisé presque concurremment au marbre, et parfois même, selon les usages, on préfère l'albâtre au marbre. Donc l'albâtre est à la mode, et en fait, la mode est lancée par les Anglais et par ce qu'on appelle les albâtres de Nottingham. Vous pouvez aller au musée de Cluny, il y en a un certain nombre qui sont exposés. Donc, un moment où on fait des retables en albâtre qui s'exportent dans toute l'Europe, et un moment qui est aussi le moment de la guerre de 100 ans. Et justement, on rencontre de ces albâtres dans toute l'Europe, mais on en rencontre dans tout le royaume de France, jusqu'à Avignon, sans trop savoir d'où venaient ces albâtres du côté français. Et en gros, l'hypothèse, c'était qu'il devait y avoir des carrières en Île-de-France qui avaient été exploitées par les rois de France pour faire pièce à la politique somptuaire qui venait de l'Angleterre. Et puis l'albâtre, c'est aussi un matériau qui est un peu mystérieux et qui est même difficile à reconnaître à l'œil. Si vous allez voir des pièces en albâtre, aujourd'hui, des pièces qui ont été un peu érodées, un peu lustrées, très souvent, il n'est pas si facile qu'on l'imagine de distinguer, par exemple, l'albâtre et le marbre. Et à l'occasion de ce projet, il y a un certain nombre de pièces du Louvre et du musée de Cluny qui ont été réattribuées à l'un ou l'autre matériau parce que les conservateurs, qui avaient juste fait une expertise à l'œil, en fait, n'avaient pas réussi toujours à distinguer les deux. Donc ça, c'est un matériau qui n'est pas si facile à travailler, et puis un matériau pour lequel on manquait de ce qu'on appelle un référentiel de localisation. Qu'est-ce que c'est un référentiel de localisation dans les disciplines archéologiques? C'est en fait des points de comparaison qui vous permettent, quand vous extrayez un petit fragment, de savoir de quelle carrière venait quel objet. Et donc justement, le projet en question partait d'une interrogation de chimie et de géologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut inventer une méthode d'analyse qui va permettre de localiser les carrières d'albâtre à l'origine de telle ou telle sculpture? Et pour ça, mes collègues géologues et chimistes ont mis au point une méthode qui repose sur l'analyse isotopique. Vous voyez ce que c'est que les isotopes? Enfin, vous savez que pour les éléments chimiques sont composés d'un nombre de protons qui est stable et puis d'un nombre de neutrons qui peut varier, donc un même élément peut avoir différents isotopes. Or, il se trouve que ces isotopes, dans un certain nombre de cas, se sont formés dans des conditions historiques ou spatiales, par exemple de sédimentation pour l'albâtre, qui sont différentes. Donc si vous avez de la chance et si vous analysez le bon isotope, vous pouvez éventuellement corréler une pierre donnée à sa carrière. Alors, ils ont fait un certain nombre de tentatives, et puis ils ont trouvé des isotopes qui permettaient, dans un certain nombre de cas, de dater l'âge de formation de l'albâtre. Alors ça, c'était moyennement intéressant, parce que de toute façon, ce n'est pas des échelles historiques. Et puis, d'autres isotopes ont permis de localiser géographiquement la carrière d'origine. Donc là, ils avaient trouvé ce qu'ils voulaient. En fait, c'est le rapport des isotopes du soufre et des isotopes du strontium. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter la publication dans une grande revue de chimie qui a été publiée à cette occasion. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont fait des prélèvements dans les carrières principales qu'on connaissait en Europe. Et là, vous avez des paquets de points qui indiquent les grandes carrières européennes. Et puis ensuite, ils ont fait des prélèvements sur les œuvres. C'est le tableau de gauche. Et en superposant le tableau de prélèvement des œuvres et le tableau de prélèvement des carrières, vous arriviez à des localisations. Et, surprise, l'hypothèse parisienne s'est effondrée. Et en fait, ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que la grande carrière qui alimente tout le royaume de France et les zones alliées, le duché de Bourgogne, le comté de Savoie, le Dauphiné, la papauté d'Avignon, c'est cette carrière qui se trouve à Visy, à côté de Grenoble. Alors, vous me direz, quand on sait ça, on est content, on sait un peu plus de choses, mais enfin, on n'en est pas encore à une explication extraordinaire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, quand on sait ça, c'est qu'on peut aller relire du coup les archives. On peut aller revoir des documents. Alors par exemple, je ne voudrais pas donner l'impression que je m'intéresse qu'aux objets de musée. Là, vous avez un registre qui est conservé aux archives départementales de l'Isère et dont j'utilise ici la transcription par Hélène Vialet, qui est directrice des archives départementales de l'Isère. Vous avez ce petit registre qui est un texte extraordinaire qui raconte toute l'histoire de la confection d'un retable en albâtre
qui a été commandé par le roi de France Charles V en 1378 et qui a été donné à l'abbaye Saint-Antoine de Viennois. Et donc, d'un seul coup, toute une série de documents qui concernaient l'albâtre prennent un sens nouveau dans le contexte aujourd'hui isérois, en fait dauphinois, et vous pouvez reconstruire toute une histoire économique, toute une histoire sociale des pratiques artistiques. Là, vous voyez les lapides à la Baustrie. Ensuite, vous avez tout le paiement pour transporter, et ça c'est très intéressant en termes d'histoire des matériaux et d'histoire de l'art, le precium factum de apportando dictas lapides, le prix fait pour apporter les pierres, ce qu'on appelle le charreiamentum, donc le charroiement. Alors là, ça fait rêver tous les latinistes classiques dans cette salle, donc sachez que quand vous deviendrez médiéviste, le latin deviendra beaucoup plus facile. Que vous verrez qu'en fait, très souvent, vous pouvez aussi dire ça, precium factum cum manequino Bernardi, schizori lapidum, donc tailleur de pierre, de capella regis fienda apud sanctum Antonium de lapidibus malbreriae. Bon, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais la fin du texte que j'ai mis en gras raconte l'histoire de la construction, de la fondation, de l'édification dans l'église Saint-Antoine, derrière le grand autel, de ce retable. Alors, vous voyez, ces documents, on ne les a jamais vraiment regardés de cette façon-là. D'un seul coup, on jette un œil nouveau sur eux, et là où l'histoire est jolie, c'est que dans le groupe de travail auquel j'appartiens, il y a aussi un personnage qui s'appelle Robert Ayot, et qui, lui, est un homme à la retraite qui habite à Visy, et qui est ce qu'on peut appeler un érudit local, et qui, en même temps, a une connaissance des archives extrêmement développée. Et j'insiste sur ce point parce que ce que je disais tout à l'heure sur la professionnalisation, sur le métier, ce sont des qualités qui sont d'abord celles qu'on peut attendre de gens qui sont payés par l'État pour le faire, mais qui ne sont pas uniquement celles de ces gens. Et par ailleurs, j'ai des collègues qui respectent, on pourra dire plus ou moins, les règles du métier. Mais avec Robert Ayot, on a eu une collaboration extraordinaire, et lui-même a apporté une connaissance locale détaillée. Et en lisant ce texte, il est allé lui-même à l'abbaye Saint-Antoine de Viennois. On avait complètement oublié l'existence de cet objet, et il est parti de l'idée que peut-être qu'à l'endroit où il était décrit dans les archives, l'objet existait encore. Alors il a été obligé de convaincre évidemment les responsables à la fois de l'abbaye et des monuments historiques de le laisser fouiner un peu, et en fait, il s'est aperçu que derrière les stalles de l'époque moderne, on n'avait pas détruit le retable en albâtre. Et donc là, vous voyez très bien à la fois le symbole du dauphin et l'hélice de France. Et en fait, il a retrouvé, à l'endroit où c'était décrit dans le texte d'archives, il a retrouvé le retable d'albâtre tel qu'il existait. Et là, il a fait une reconstitution, vous voyez, de ce qu'était à l'époque ce retable avec les figures royales qui étaient agenouillées. Alors bon, là encore, ça donne l'impression que c'est une petite anecdote historique et que tout ça, c'est, disons, intéressant pour la découverte. Oui, c'est toujours intéressant pour la découverte, mais c'est intéressant aussi parce que vous voyez que là, on va de l'analyse géologique jusqu'à une histoire du goût, une histoire des représentations, dans laquelle finalement cet albâtre français du XIVe et du XVe siècle devient une sorte de marque d'appartenance des princes qui sont dans l'orbite royale française. Et la petite anecdote que je racontais au début du fragment des Innocents de 1336, du coup prend un sens très différent, puisqu'en fait le don des 45 blocs de la carrière de Visy en 1336, eh bien, c'est le point de départ de toute cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait le dauphin quand il va offrir au comte de Savoie ses blocs pour en faire son tombeau, c'est en fait faire la vitrine. C'est une sorte d'énorme coup de pub qui fonctionne très bien. Ça va être la vitrine de Notre-Dame de Mézage, et à partir de ce moment-là, la carrière va devenir la carrière qui va fournir tout le royaume de France. Alors, à partir de là, oui, mais parce qu'en 1349, il s'est passé quelque chose, qui est le rattachement du Dauphiné à la couronne de France, et que, à l'époque, le premier dauphin, c'est Charles, qui devient ensuite Charles V. Et justement, toute cette histoire prend un sens qui est un sens beaucoup plus large que celui qu'on pouvait imaginer au départ. Ce travail, il a été possible dans les 10 dernières années par quelques ressorts qu'on ne souligne pas toujours suffisamment. Tout d'abord parce que c'est un travail d'équipe, et que la dimension collective, on ne vous la raconte pas très souvent dans les manuels d'histoire, mais il n'empêche que beaucoup de travaux historiques ne sont possibles que parce qu'il y a des gens qui travaillent ensemble.
là en l'occurrence des géologues, des chimistes, donc c'est très intéressant sur ce que je disais tout à l'heure de l'interdisciplinarité. Où est la science? Je veux dire, ces gens, ils font des sciences de la nature, nous on fait des sciences historiques, mais on peut travailler ensemble à produire des travaux. C'est aussi une collaboration entre des conservateurs de musées, des archivistes et des paléographes, parfois des amateurs d'histoire, des historiens comme moi. Et puis enfin, c'est un programme de recherche qui nécessite beaucoup d'argent. Et comment on peut avoir l'argent pour faire toutes ces recherches? Ben, c'est aussi que, par exemple, il faut être conscient que la question patrimoniale est devenue une question clé dans les sociétés européennes contemporaines. C'est-à-dire que le rapport à la mémoire et le rapport au patrimoine fait que les collectivités locales, aujourd'hui, identifient ces objets comme étant des objets prioritaires. Donc là, ça pose une autre question qui est la question du rôle social de l'historien. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des pouvoirs publics, quand vous avez besoin de mobiliser des sommes importantes, alors vous êtes aussi face à cette demande sociale, par exemple ouvrir un musée à l'échelle locale, travailler avec des gens qui s'intéressent à leur patrimoine, et face à ces gens, vous êtes dans un rapport dialectique, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de répondre à leurs questions, mais parfois de leur montrer que la question n'est pas si vite répondue et que vous pouvez transformer la perspective en reformulant un certain nombre de démarches à partir de votre métier d'historien. Donc voilà le deuxième aspect et la deuxième interrogation. Et puis, et ça c'est ma petite slide sur tous les collaborateurs de ce projet. Et puis je finis rapidement parce que cette interrogation sur la recherche collective, sur le rôle social de l'histoire, vous finirez par me dire qu'elle est quand même assez éloignée des études médiévales et que j'ai un peu tendance à prêcher pour ma paroisse. Alors c'est vrai, mais il n'empêche que le Moyen-Âge pose des questions qui ont un sens spécifique pour la société contemporaine. Et pourquoi? Eh bien parce que le Moyen-Âge a longtemps été construit comme le négatif de la modernité. Et qu'en fait, en travaillant sur le Moyen-Âge, on peut éclairer la logique temporelle, la logique mémorielle des sociétés modernes d'une manière un peu différente de ce qu'on imagine d'habitude. Et c'est ce que je voudrais montrer avec mon dernier objet. Alors mon dernier objet, c'est un manuscrit, pour ne pas donner l'impression que je m'intéresse là non plus qu'à des objets, qui est le manuscrit Borghese numéro 39, qui se trouve à la Bibliothèque Vaticane, et que lui, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Vous voyez, on recule dans le temps. En fait, j'étais un peu plus âgé que vous. Je commençais ma thèse sur le pape Clément VI, et il se trouve que ce manuscrit, c'est un manuscrit de la bibliothèque personnelle de Clément VI quand il était jeune et qui s'appelait Pierre Roger, et qu'il finissait ses études. Et en marge de mon intérêt pour ce manuscrit, dans ma thèse, je me suis interrogé sur l'histoire de ce manuscrit et sur la manière dont il était arrivé jusqu'à la Bibliothèque Vaticane aujourd'hui et sur les raisons pour lesquelles je pouvais l'avoir entre les mains à ce moment-là. Et c'est là où j'ai découvert une histoire qui, là aussi, mérite qu'on y passe 5 minutes. En fait, si ce manuscrit est à la Vaticane, c'est parce qu'il y avait un jeune jésuite allemand, et thomiste, ce qui arrive souvent chez les jésuites allemands à la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Franz Erle, qui est un personnage appelé à une grande carrière puisqu'il va devenir préfet de la Vaticane et même cardinal. Et en 1884, il se promenait dans les palais romains et dans le palais de la famille Borghese, il découvre une série de manuscrits qui lui paraissent intéressants. Et en fait, il reconnaît dans ces manuscrits des manuscrits dont il a lu une description de la fin du XVIe siècle aux archives. Il commence à fouiller, et puis il voit qu'en fait, c'est des manuscrits dont on avait perdu la trace, qui sont là bien tranquillement, chez les Borghese, c'est de l'autre côté du Tibre, c'est pas très loin, dont on avait perdu la trace et qui là a été retrouvé. Alors on serait en France, il y aurait une saisie par la puissance publique, puisque ces manuscrits n'auraient jamais dû être distraits des collections publiques. Là, à Rome, les choses se passent un peu différemment, et Erle fait racheter le fonds de la famille Borghese en 1891, et donc c'est un peu plus de 300 manuscrits rentrent dans les collections de la Vaticane à ce moment-là et vont prendre le nom de fonds Borghese. C'est des manuscrits qui vont être classés en 1953 par une femme qui s'appelle Anneliese Meyer, qui est une grande figure des études sur la scolastique médiévale. Et à partir de ce moment-là, on va redécouvrir dans ces manuscrits des textes fondamentaux pour l'histoire de la scolastique, l'histoire des sciences, l'histoire de la théologie médiévale. Mais cette histoire-là de la redécouverte, c'est que le dernier jalon d'une histoire qui commence bien plus tôt, qui commence au XIVe siècle, parce qu'à Avignon, les papes
réunissent la plus grande bibliothèque d'Occident. Alors, ce n'est pas une bibliothèque qui est aussi universelle que la bibliothèque de Borges, dans la bibliothèque de Babel, mais c'est quand même la plus grande bibliothèque de l'Occident latin. Elle compte un peu plus de 2000 manuscrits, donc c'est ça une grande bibliothèque au XIVe siècle. Ça veut dire que, je ne sais pas, des gens un peu plus âgés que vous, comme Jérôme et moi, on possède chez nous le double de ce qu'était la plus grande bibliothèque du XIVe siècle. Bon, elle n'est pas composée tout à fait de la même manière, parce que Jérôme a moins de scolastique. Autour de 1400, cette bibliothèque, qui est la plus grande bibliothèque d'Occident, elle commence à être dispersée parce que éclate à ce moment-là le grand schisme et que le pape schismatique qui est à Avignon, qui s'appelle Benoît XIII à ce moment-là, finit par partir en exil dans le sud de l'Espagne et emmener avec lui un certain nombre de volumes. Donc on déconstruit cette bibliothèque qui avait été construite pendant un siècle et évidemment, qu'est-ce que Benoît XIII emmène avec lui ? Il emmène les meilleurs manuscrits, donc les manuscrits enluminés. Il emmène aussi les manuscrits de littérature classique. Bizarrement, il laisse toutes les sommes théologiques et il prend des choses un peu plus amusantes. Toute la littérature latine. Non, mais avec tout le respect pour la théologie médiévale, mais disons qu'il ne reste à Avignon qu'un bloc de manuscrits abandonnés. Et puis, entre le XVe et le XVIe siècle, les papes successifs vont venir taper dans cette collection pour faire revenir à Rome régulièrement les manuscrits qui les intéressent les plus. Ce qui fait qu'à la fin du XVIe siècle, il ne reste environ que 300 manuscrits à Avignon, et qu'au début du XVIIe, arrive à Avignon le neveu du pape Paul V, qui s'appelle Scipione Caffarelli Borghese, et qu'il va mettre un point final à cette première histoire de la bibliothèque avignonnaise en ramenant avec lui à Rome les derniers manuscrits qui restaient de la grande bibliothèque pontificale du XIVe siècle. Alors pourquoi Scipione Caffarelli ramène ces manuscrits à Rome ? Parce qu'en fait, Caffarelli, c'est un des grands collectionneurs et antiquaires du XVIIe siècle. Et en fait, ces manuscrits ne l'intéressent pas pour faire de la théologie ou de la scolastique ou de l'histoire des sciences. Ces manuscrits, ils l'intéressent parce que c'est d'une certaine façon des curiosités médiévales. Alors il les fait relier à nouveau, il les réorganise. Ça devient une sorte d'objet de collection. Et vous voyez que cette histoire, elle raconte quoi ? Elle raconte la transformation de ce qu'a pu être la perception du Moyen-Âge à travers le temps. On pourrait continuer jusqu'au XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle, en voyant que d'une grande bibliothèque qui était la plus grande d'Europe au milieu du XIVe siècle, on a extrait les œuvres les plus intéressantes pour laisser un reliquat. Et ce reliquat, c'est quoi ? C'est un peu la métaphore du Moyen-Âge, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a l'image d'un Moyen-Âge intellectuel, par exemple scolastique, rébarbatif et théologique, au fond, on en voit la trace là, mais cette trace, elle est aussi le résultat d'une production. C'est-à-dire qu'en 1350, vous aviez un certain nombre de textes de classiques latins et vous aviez un certain nombre d'autres textes dans la bibliothèque des papes. Et puis petit à petit, par un travail de mise à l'écart, finalement, le fond s'est mis à ressembler à autre chose. Et ce fond, si vous voulez, c'est par là que je voulais en terminer, il a été l'occasion de la redécouverte de la science médiévale dans un certain nombre de secteurs à partir des années 1950. Et vous voyez qu'il y a une sorte d'ironie de l'histoire là. C'est-à-dire que les manuscrits qui ont été abandonnés pendant un temps, et parfois pendant plusieurs siècles, ont fini par historiographiquement redevenir des manuscrits importants, mais qu'on ne peut pas comprendre cette histoire sans voir siècle après siècle comment le même manuscrit a pu être considéré comme un manuscrit tout à fait moderne, comme un manuscrit sans aucun intérêt, puis ensuite comme une pièce rare dans une collection, puis ensuite comme un élément d'un projet historiographique contemporain. Vous avez une série de filtres qui ont ainsi produit l'histoire longue de la culture médiévale telle que l'Europe se l'est représentée et se l'est racontée. Il ne faut jamais oublier que les médiévaux ne savaient pas qu'ils étaient médiévaux. C'est nous qui les avons appelés comme ça. Nous, contemporains, on se pense comme contemporains. Les modernes se sont largement pensés comme modernes, mais les médiévaux, c'est nous qui les avons produits comme médiévaux. Et on les a produits comme médiévaux, y compris de manière négative. Et c'est ce type d'histoire très concrète, très matérielle, par exemple l'histoire d'une bibliothèque, qui explique comment on a finalement fabriqué ce moment de l'histoire médiévale. Donc vous voyez que
comprendre le Moyen-Âge, ce n'est pas simplement comprendre la langue, les textes, les objets médiévaux. C'est aussi comprendre ce qui nous unit à eux, c'est-à-dire comprendre toutes ces constructions imaginaires qui se sont déployées à travers le temps et en fait qu'il faut identifier si on ne veut pas s'y laisser prendre. Et le travail de l'histoire aujourd'hui, je reviens au début de ce que je disais, dans sa dimension scientifique, ça n'est pas simplement connaître le passé, c'est aussi reconnaître les constructions imaginaires que le passé a produites et qui restent actives dans notre présent. C'est-à-dire que faire l'histoire d'un événement, faire l'histoire d'un objet, c'est toujours aussi faire l'historiographie de ce qu'il a été à travers le temps pour finir par avoir encore du sens pour nous ici maintenant. Et c'est cette démarche critique qui est nécessaire pour comprendre ce moment et cet objet. Donc vous voyez qu'en fait, l'historien, c'est un peu comme Doctor Who, quoi. Il est condamné à voyager par la pensée dans le temps et l'espace, à arriver à des endroits un peu baroques parfois, et à arpenter indéfiniment une immense bibliothèque en quelque sorte. Ça nous ramène un peu à Borges. Je parlais de la bibliothèque de Babel tout à l'heure. La bibliothèque de Babel, ça se finit par ces mots. S'il y avait un voyageur éternel pour traverser la bibliothèque dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui répété deviendrait un ordre, l'ordre avec une majuscule. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Alors on pourrait se dire que c'est un peu triste comme chute de finir par la solitude de l'histoire et l'élégant espoir. C'est un peu vertigineux aussi. On pourrait s'arrêter là. On pourrait aussi ajouter quelque chose. La nouvelle de Borges sur la bibliothèque de Babel est très connue. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, cette nouvelle est la réécriture d'une autre nouvelle d'un Allemand qui s'appelle Kurt Lassowitz et qui est le père de la science-fiction allemande. J'imagine que vous connaissez tous très bien la science-fiction allemande. Et qui, en 1904, avait... certains d'entre vous ont pu avoir regardé Dark, donc c'est les héritiers lointains de la science-fiction allemande du début du XXe siècle. Et en 1904, Kurt Lassowitz avait écrit cette histoire qui s'appelait La Bibliothèque universelle et qui raconte une fin très différente, parce que par rapport à la fin méditative et un peu poseuse, qui évidemment satisfait l'ancien cagneux que je suis avec Borges, la fin est très différente, elle est bien moins mélancolique que celle de Borges, puisque les trois personnages de l'histoire dissertent pendant très longtemps, enfin surtout les deux hommes, du rapport entre la forme et la matière des livres, pour prendre la mesure de ce que sera une bibliothèque de tous les livres possibles. Et puis c'est là où la jeune femme du trio, la jeune femme dont on a l'impression pendant toute la nouvelle qu'elle joue justement le rôle de l'idiote dans une répartition genrée, mais enfin qui est beaucoup plus intelligente, mais qui incarne en fait quoi? Elle incarne l'ironie face à cette espèce de pédantisme du savoir. Eh bien la jeune femme conclut en disant « Moi aussi je vais utiliser ma raison pour créer quelque chose, je vais remplir des formes avec de la matière » et elle finit par prendre une bouteille de vin, sortir des verres, les remplir et c'est l'heure de l'apéritif. Et d'ailleurs, il est 19h là. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions à poser, on va faire passer le micro parmi vous. Pour poser une question, levez la main. Et je suis désolé d'avoir été un peu long. C'est un problème. Bonjour. Au début, vous parliez de la différence entre l'intérêt pour l'histoire que vous pouvez avoir les politiques ou certaines personnes en France et le fait d'un recherche historique. C'est pour savoir comment faire la différence entre certains historiens reconnus dans leur métier, mais qui, à certains moments, peuvent entre guillemets déraper dans l'explication du modèle et tout. Comment la législation qui cherche à avoir leur statut pour. Alors, vous avez entièrement raison, et en réalité, la description que j'ai donnée tout à l'heure est une description assez largement idéale typique et qui n'est pas super fair-play envers nos politiques, dans le sens où ce que j'ai décrit du rapport scientifique à l'histoire n'est pas la propriété des historiens et des historiennes. Et inversement, on peut avoir par moment un rapport scientifique à l'histoire
sans être un professionnel. C'est-à-dire que le clivage peut passer, moi je peux de temps en temps tenir des propos sur l'histoire qui sont absolument non professionnels. Et je peux m'intéresser à des choses en histoire, pas du tout d'un point de vue professionnel. Et j'ai un certain nombre de collègues qui peuvent, dans un certain nombre de cadres, faire des travaux éminents et d'un autre côté, prendre, disons, prétexte de ces travaux pour tenir à côté des propos tout à fait déplacés. Donc cette question-là, c'est une question qui est en général celle de ce que j'appellerais l'autonomie de la science. Et on ne peut pas vous donner une règle stricte, sinon celle qui consiste à éprouver au crible de la méthode critique ce qui est dit. Mais vous voyez, par exemple, quand vous vous trouvez dans des situations, on voit bien les débats autour de la pandémie. Il y a un certain nombre de médecins qui sont spécialistes, par exemple Didier Raoult, ou prenons Claude Allègre sur la climatologie. On a affaire à des gens qui sont hyper spécialistes, hyper reconnus, d'un certain nombre de sujets, et qui, au nom de cette spécialité, portent des jugements sur des spécialités voisines. Par exemple, Allègre et le climat. En histoire, on a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent très bien certains sujets. Et le fait de connaître très bien certains sujets ne signifie pas que, naturellement, on va avoir un avis sur d'autres. Donc qu'un historien du contemporain ou un historien de l'époque moderne et un avis scientifique sur Jeanne d'Arc, ça reste à démontrer. Et inversement, je veux dire, moi, je peux avoir un avis autorisé sur quelques sujets, mais ça ne veut pas dire que... Vous savez, les connaissances des historiens, c'est un peu comme les pelures d'oignon. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qu'on connaît bien. Mais en réalité, la plupart d'entre nous, combien de jours de notre vie on va passer vraiment dans des archives et dans des bibliothèques et combien on va lire de manuscrits? Combien de choses on connaît de première main? Pas tant que ça, on en connaît quelques-unes. Mais je dirais la même chose d'un physicien, d'un épidémiologue. Après, il y a une deuxième zone autour qui est les choses qui sont directement voisines de celles que vous connaissez. Et puis après, il y a votre culture historique, c'est-à-dire si vous lisez beaucoup, si vous ne lisez pas beaucoup, des revues scientifiques, des publications. Bon, et puis vous atteignez assez vite une zone qui peut être une zone très externe. Et le problème aussi de la posture scientifique, c'est que vous avez un peu tendance à universaliser vos compétences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes très compétent sur un truc, à force d'être dans ma position, là, vous êtes à une tribune, vous parlez, bon, bah, vous donnez votre avis sur tout. Je veux dire, moi, si on reste là encore une heure, je pourrais vous donner mon avis sur des tas de sujets qui seront très intéressants pour moi et pas du tout pour vous, et qui n'auront absolument aucune légitimité scientifique. Mais c'est très compliqué d'arriver à contrôler la parole. Et en histoire, ça a des répercussions d'autant plus fortes que l'histoire est une discipline qui est plus investie, comme la médecine d'ailleurs, d'enjeux politiques que d'autres. C'est-à-dire où la société reconnaît des valeurs et des enjeux. Donc voilà, il n'y a malheureusement pas de réponse, mais une chose est sûre, c'est que le fait d'être universitaire ne vous prémunit pas contre le fait de dire de grosses conneries en histoire ou en autre chose, quoi. C'est un peu décevant comme réponse. Est-ce que selon vous, la discipline historique actuelle doit faire le deuil du modèle taxonomique dont vous parlez tout à l'heure? Alors, le modèle taxinomique, vous l'entendez au sens, le modèle descriptif et classificatoire. Oui, d'abord, positif, alors, doit faire le deuil, ça dépend de ce qu'on appelle un deuil. C'est-à-dire, doit le dépasser pour le réinvestir dans un autre modèle scientifique, je dirais plutôt. C'est-à-dire que le fait qu'au sein de la méthode historique, les savoirs érudits et critiques continuent à jouer une place essentielle, ça c'est évident. Enfin, je veux dire le contraire, ça serait absurde. C'est comme si je vous disais que je pouvais me dispenser d'instruments de mesure de base pour faire un certain nombre d'expériences de physique. En revanche, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que l'histoire comme science ait aujourd'hui un avenir en tant que discipline purement taxinomique. En revanche, le fait, non seulement je ne pense pas que l'histoire soit une discipline purement taxinomique, mais en plus, je pense que c'est une erreur de se représenter les choses comme on le fait parfois, avec l'idée qu'il y a des strates successives, que dans un premier temps, on établirait les faits et puis qu'ensuite on les interpréterait. Et si vous voulez, c'est le même problème dans l'enseignement secondaire quand on dit les enfants, ils ont besoin de connaissances et ensuite on leur explique les choses. Or, ça déjà, à mon avis, c'est un faux sens
sur la conception de l'histoire. Parce que ça n'existe pas de transmettre des connaissances sans transmettre des modèles. Donc il y a juste les modèles dont on est conscient et les modèles inconscients qu'on transmet. Le moindre récit historique est déjà une modélisation et une stylisation. La moindre opération critique, même une édition critique du texte le plus austère dans un manuscrit du XIIe siècle est une prise de position méthodologique sur le rétablissement de telle ou telle variante, l'appareil critique de notes. Donc de toute façon, on est d'emblée dans un dispositif scientifique qui est à la fois, qui n'est au fond ni taxonomique ni nomologique, mais qui est ce que j'appelle réflexif. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de réfléchir à ce que vous faites en même temps que vous le faites. Et une bonne édition critique, c'est déjà une forme d'interprétation historique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des éditions critiques ou qu'il faut arrêter d'apprendre le latin ou qu'il faut arrêter de faire de la paléographie. Ça veut juste dire que d'un autre côté, quand vous êtes un éditeur de texte, vous n'êtes pas encore un historien si vous n'avez pas fait la démarche de réflexion sur ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, ça répond un peu à votre question ? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez monter peut-être votre micro parce que moi je vous entends. Là c'est bon. Alors, effectivement, c'est une très bonne question que j'ai présentée plutôt sous un angle épistémologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit sur le biais, qu'on peut présenter sous un angle éthique. Vous avez raison. Il me semble qu'il y a deux façons de concevoir la question de l'éthique de l'historien telle que vous la posez. Il y a une question qui serait, disons, une éthique restrictive, c'est-à-dire demander à l'historien ou à l'historienne de s'abstenir d'un certain nombre de choses par éthique par rapport à son engagement personnel. Ça, c'est vraiment une vision hard, disons, de l'éthique. Il y a une vision plus soft qui consiste à demander à celui qui effectue des opérations historiographiques d'exposer les formes d'engagement ou de lien personnel, comme on le fait avec les conflits d'intérêts, qu'il le lie au sujet qu'il étudie. Ma réponse serait plutôt la deuxième. Pourquoi ? Parce que la première, même si je vois bien qu'au fond, ça serait tentant de dire on ne doit pas travailler sur sa région, sa religion, son milieu social. Au fond, on doit travailler sur autre chose pour produire une forme de distance, qui serait une forme de neutralisation à la façon dont les anthropologues, par exemple, parfois le présupposent. Je pense qu'en réalité, ça ne marche pas tout à fait, parce que je pense que quand vous choisissez quelque chose, vous produisez toujours un acte en tant que sujet. C'est ça la chose, c'est que la science n'est pas un monde sans sujet et sans subjectivité. Et que donc, même si on vous interdit de choisir de travailler sur toute une série de sujets, le sujet dans lequel vous allez trouver à investir suffisamment d'affect et d'intérêt pour aller y passer vos week-ends et vos nuits, doit être un sujet qui a tout de même un rapport avec votre psychisme profond. Et donc je crois qu'on ne peut pas échapper au double lien avec son sujet quand on travaille. Mais qu'en revanche, ce qu'on peut faire, c'est, d'un point de vue éthique, de mettre en question ce lien et de poser ce lien comme un des objets de la réflexion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, dans mon livre, j'en parle un peu, mais je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, moi, je suis un historien de l'Europe de la fin du Moyen-Âge qui travaille en particulier sur des objets socioculturels. La façon dont je travaille sur ces objets a à voir avec mon éducation, la région dont je viens, la religion dans laquelle j'ai été élevé, etc. etc. Et ça, de fait, c'est des biais. C'est pas grave. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a des biais. Que le problème, c'est d'être conscient de la façon dont ces biais vont produire des rapports historiographiques. Je veux dire, quand vous lisez l'historiographie allemande et française de la fin du XIXe siècle, c'est très facile de reconnaître un texte de médiéviste qui a été écrit par un protestant, par un catholique, par un républicain anticlérical, et ça produit des effets. Ensuite, ça ne veut pas dire que ces textes sont disqualifiés par le point de vue depuis lequel ils ont été écrits.
Vous voyez? Je ne sais pas si, est-ce que ça répond ou est-ce que vous auriez pensé à autre chose? C'est une position personnelle de savoir si par rapport à votre travail, Alors, vous avez... la question de genre, c'est pas tranché, c'est pas associé, on est dans un moralisme art. Non, non, mais j'ai un peu stylisé entre les deux, mais vous avez parfaitement raison. Après, il y a un problème qui est celui de l'éthique qu'on s'applique à soi-même. Moi, là, je raisonnais au sens de la déontologie du métier. Puis, il y a la question de l'éthique qu'on s'applique à soi-même, c'est-à-dire sur quoi on veut travailler. Et moi, souvent, quand les gens viennent me voir pour faire des thèses et qu'ils m'expliquent qu'en fait, ils ont envie de faire une thèse sur leur village, j'ai plutôt tendance à leur dire que ce n'est pas une super idée. De même que moi, je travaille sur des objets culturels qui m'intéressent, mais je ne travaille pas sur les choses qui m'intéressent le plus. Je veux dire, heureusement que dans la vie, il y a d'autres choses qui m'intéressent que le Moyen-Âge. Et il y a des... Donc, la capacité à maintenir une distance, et c'est souvent un enjeu de la première formation des étudiants et des étudiantes, c'est-à-dire précisément produire le décollement que vous êtes en train de décrire. Et de dire, le travail de l'histoire ne doit pas forcément se confondre avec les passions privées de la vie, quoi. Je veux dire, sinon, moi, je travaillerais sur des choses très différentes, quoi. Je ne vais pas prendre d'exemple pour dire des choses que je regretterai ensuite, mais disons que voilà, il faut trouver un sujet avec lequel vous pouvez avoir à la fois de l'espace, je dirais, et d'un autre côté, être suffisamment intéressé pour être impliqué subjectivement et ne pas être prisonnier de son sujet parce que vous travaillez sur votre histoire familiale directe, quoi, par exemple, ou plein d'autres choses, hein, que vous travaillez sur le club de foot dont vous êtes supporter. Je l'ai dit. Question ? Alors on peut clore la conférence. Merci encore. Merci à vous.